La pluie tambourinait contre la vitre fissurée du studio. Anna observait les gouttes tracer des chemins sur le verre sale, l'esprit prisonnier de pensées qui tournaient en boucle depuis 2 ans. 27 ans et une vie figée dans un silence étouffant. Elle enfila sa seule veste présentable, celle qui sentait l'humidité malgré les heures près du radiateur. Dans ce studio de 15 mètres carrés, tout portait l'odeur de la défaite. Son téléphone vibra. Désolée, finalement pas besoin ce soir. 50 € envolés. Elle calcula ce qui restait. 80 € jusqu'à la fin du mois. Le loyer en coûtait 450. Le trajet jusqu'à Pôle emploi prenait 40 minutes à pied. Elle ne prenait plus le bus, économisant chaque centime pour ce qui n'était qu'une humiliation programmée. Dans les rues de cette ville de 15 000 habitants où tout le monde se connaissait, elle croisait des visages familiers. Certains détournèrent le regard. D'autres la fixaient, avec ce mélange de pitié et de méfiance qui lui serrait le cœur. Voleuse. Le mot invisible flottait au-dessus d'elle comme une malédiction. La salle d'attente sentait le café tiède et le désinfectant. Anna s'assit, les mains serrées sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Madame Dupont l'appela, portant cet air embarrassé habituel. La conseillère tripotait son stylo en annonçant que Leroy Distribution ne donnait pas suite. Sans justification, comme toujours. Anna acquiesça sans un mot. Elle connaissait la vraie raison. Le souvenir la frappa en quittant le bureau. Il y a 2 ans, l'atelier familial qui sentait l'huile et le métal. Son père debout devant elle, le visage rouge de colère froide. Elle venait de lui dire qu'elle ne reprendrait pas l'entreprise de plomberie, qu'elle voulait étudier l'architecture paysagiste. Il n'avait rien dit pendant un long moment. Puis il avait décroché le téléphone avec une lenteur méthodique. Une liste d'employeurs était étalée devant lui. Il avait composé le premier numéro, expliquant d'une voix professionnelle que sa fille avait des problèmes de probité, que des outils avaient disparu de son atelier. Anna avait supplié, crié que c'était faux. Il continuait, imperturbable. Sa mère Sylvie était restée dans le coin, les bras croisés, le regard fuyant, complice par son silence. 17 appels ce jour-là. 17 employeurs méthodiquement contactés. Une campagne pour l'écraser, la forcer à revenir. Quand il avait reposé le téléphone, il l'avait regardé droit dans les yeux. « Peut-être que maintenant tu vas nous respecter ?» Sur le chemin du retour, Anna s'arrêta devant l'immeuble de Madame Leroux. La vieille dame de 80 ans au 3e étage était la seule qui lui parlait encore, qui refusait de croire les mensonges. Elle grimpa les marches usées et frappa à la porte ornée de violettes en céramique. La voix chaude l'invita à entrer. Madame Leroux, assise près de sa fenêtre avec une couverture sur les genoux, posa sa main décharnée mais chaude sur la sienne. « Ton cœur est bon, ma petite. Les mensonges finissent toujours par s'effondrir. » Anna voulait y croire. Mais 2 ans d'échec avaient érodé son espoir comme la pluie érode la pierre. De retour dans son studio ce soir-là, alors que la nuit tombait, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Du papier épais avec un logo imprimé. Ses mains tremblèrent en la déchirant. Une convocation à un entretien d'embauche. Son souffle se coupa. Jardin vivant. Architecture paysagiste. Ville voisine. Le métier qu'elle avait toujours rêvé d'exercer, celui pour lequel son père l'avait puni. Date. Après-demain. Pour la première fois depuis 2 ans, quelque chose ressemblait à de l'espoir. Fragile comme du verre, mais présent. Cette entreprise était dans une autre ville, assez loin pour que son nom n'évoque peut-être rien. Mais une question la hantait déjà, glacée comme la pluie contre la vitre. Et si son père avait déjà appelé cet employeur aussi? Anna passa la nuit sans dormir, répétant mentalement ses réponses, cherchant les mots pour expliquer ce trou de 2 ans sans mentir complètement. À 6 heures, elle était debout, enfilant son tailleur de friperie avec des mains tremblantes. Elle emprunta 10 € à Madame Leroux pour le bus. Le trajet dura 40 minutes, pendant lesquelles son estomac se noua davantage à chaque kilomètre, oscillant entre espoir fragile et terreur de voir cette chance s'évanouir. Le bâtiment de jardin vivant était modeste, mais bien entretenu. Des plantes grimpantes couvrant la façade de briques. Anna respira profondément avant de pousser la porte, cherchant ce courage qu'elle croyait avoir perdu. La réceptionniste la conduisit à une salle d'attente lumineuse. Par la fenêtre, des employés travaillaient dans un jardin intérieur, riant ensemble en plantant des semis.
Elle s'imagina faire partie de cela, appartenir enfin à quelque chose de vivant. La porte s'ouvrit sur une femme dans la cinquantaine, au sourire sincère qui se présenta comme Claire Moreau, responsable des ressources humaines. Son bureau sentait la terre humide et le café frais, un mélange réconfortant. La conversation commença bien. Claire posa des questions sur ses inspirations, ses connaissances en botanique. Anna répondait avec une passion authentique qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, oubliant momentanément sa peur. Puis vint la question redoutée. Pourquoi cet intervalle de 2 ans dans votre CV ? L'estomac d'Anna se serra. Les mots du mensonge préparé étaient sur sa langue quand la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra. 60 ans, cheveux gris impeccables, costume élégant mais usé. Ses yeux étaient intenses, pourtant empreints d'une douceur inattendue. Claire sembla surprise. « Monsieur Beaumont ?» Il ignora la question, fixant Anna avec une intensité troublante. « Vous êtes bien Anna ? La petite fille d'Édith Moreau ?» Anna se figea. Personne ne l'avait appelée ainsi depuis des années, depuis la mort de sa grand-mère il y a 12 ans. Comment cet homme pouvait-il la connaître ? Thomas Beaumont traversa la pièce et sortit une enveloppe de sa veste. Le papier était jauni par le temps, un seau de cire rouge fermant le contenu comme un secret préservé. « Votre grand-mère m'a confié ceci il y a 15 ans avec des instructions strictes. Ne vous le remettre que si vous veniez ici pour un entretien. » Les mains d'Anna tremblèrent en prenant l'enveloppe. 15 ans auparavant, elle n'avait que 12 ans. Comment sa grand-mère avait-elle pu savoir qu'elle finirait dans cette entreprise précise, à cet instant précis ? Sur le devant, son nom était écrit dans cette écriture élégante qu'elle reconnaissait entre mille. En dessous, une seule ligne. À ouvrir quand le moment sera venu. Le moment était venu. Mais pourquoi ? Anna fixait l'enveloppe entre ses mains tremblantes, observant le seau de cire rouge qui portait un petit oiseau en vol, le symbole qu'Édith gravait sur tous ces objets précieux. Thomas Beaumont recula d'un pas, lui donnant de l'espace. Il suggéra doucement qu'elle prenne son temps, que l'entretien pouvait attendre. Claire acquiesça, et tous deux sortirent, refermant la porte derrière eux. Anna resta seule avec ce message venu du passé, cette voix qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. Ses doigts brisèrent le seau qui se fissura avec un petit craquement sec. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées avec soin et une photographie en noir et blanc. Elle sortit d'abord la photo. L'image montrait sa grand-mère Édith, jeune, peut-être 25 ans, belle et rayonnante dans une robe claire. À côté d'elle se tenait un homme qu'Anna ne reconnaissait pas, jeune aussi, avec un sourire doux et des plans d'architecte sous le bras. Ils étaient debout devant un magnifique jardin, et quelque chose dans leur posture parlait d'une connexion profonde. Anna déplia ensuite les feuilles. 6 pages couvertes de l'écriture élégante de sa grand-mère, datée du 15 mars, 15 ans plus tôt, quelques mois avant qu'Édith ne meure. Les premiers mots la frappèrent comme une révélation. « Ma chère Anna, si tu lis ces mots, c'est que tu es venue ici chercher ta place dans le monde. Je savais que ce jour viendrait. Je savais aussi que ton père essaierait de te briser comme il a essayé de me briser. Moi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna. Elle cligna pour les chasser, refusant de manquer un seul mot. Édith racontait son histoire avec une honnêteté brutale. À 20 ans, elle rêvait de devenir architecte, une ambition impossible pour une femme de son époque. Son mari l'avait interdit, enfermant ses rêves dans le silence d'une vie domestique étouffante. Puis leur fils Marc avait grandi en reproduisant cette même mentalité, perpétuant ce cycle de contrôle comme un héritage empoisonné. J'ai vécu dans l'amertume pendant des années, prisonnière d'une vie que je n'avais pas choisie, jusqu'à ce que je rencontre Thomas Beaumont. Anna releva les yeux vers la photo. L'homme aux côtés d'Édith était donc Thomas, le même qui venait de lui remettre cette enveloppe 40 ans plus tard. La lettre continuait. Édith expliquait comment elle avait rencontré Thomas lors d'un projet de jardin public pour la ville. Lui, jeune architecte paysagiste plein d'idéaux. Elle, femme au foyer frustrée qui dessinait des jardins en secret. Ils avaient travaillé ensemble pendant 6 mois, qui avaient transformé sa vision d'elle-même. Platoniquement, insistait Édith. Mais avec cette connexion intellectuelle profonde que mon mariage ne m'avait jamais offerte. Thomas m'a redonné espoir. Il m'a montré que mes idées avaient de la valeur, que j'aurais pu être quelqu'un si les circonstances avaient été différentes. Quand le projet s'était terminé, Édith était retournée à sa vie étouffante.
Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'avait jamais oublié ce sentiment d'être vraiment vue, comprise, valorisée. Des années plus tard, quand tu es née, Hannah, j'ai vu en toi quelque chose de spécial. Cette même étincelle que j'avais eue, ce désir de créer, de construire, de donner vie à la beauté. Je t'ai observé dessiner des jardins imaginaires dès l'âge de 6 ans. Hannah se souvenait. Ses après-midi chez sa grand-mère, à dessiner ensemble sur de grandes feuilles blanches. Edith, qui l'encourageait toujours, qui gardait précieusement chaque dessin dans une boîte en bois. J'ai su que ton père essaierait de t'écraser comme il m'a écrasé. C'est dans sa nature. Il a appris de son propre père à contrôler par la peur et l'humiliation. Alors j'ai pris mes dispositions. Edith expliquait comment elle avait retrouvé Thomas après toutes ces années. Comment elle lui avait parlé de sa petite fille. Comment ils avaient fait un pacte. Si un jour Hannah venait chercher du travail dans son entreprise, il lui donnerait sa chance. Pas par charité, mais parce qu'Edith savait qu'Hannah en serait digne. Je ne serai plus là pour te voir réussir, ma chérie. Cette maladie qui me ronge m'emportera bientôt. Mais je veux que tu saches que j'ai préparé ton avenir du mieux que j'ai pu. Thomas est un homme de parole. Il tiendra sa promesse. Les larmes coulaient librement maintenant sur les joues d'Hannah. Elle serra les feuilles contre sa poitrine. Tu es mon espoir, Hannah. Tu es la femme que je n'ai pas pu être. Tu as le talent, le courage et la force que j'ai enterrée au fond de moi. Vis la vie que je n'ai pas pu vivre. Crée les jardins que je n'ai jamais pu créer. La lettre continuait avec des conseils pratiques sur le métier, sur les plantes qu'Edith aimait, sur les techniques qu'elle avait apprises en cachette à travers les années. Chaque mot était un cadeau, une transmission de savoir d'une génération à l'autre. Ne laisse personne t'empêcher d'être qui tu es vraiment. Ni ton père, ni tes peurs, ni les mensonges qu'on a répandus sur toi. La vérité finit toujours par éclater. La beauté finit toujours par pousser à travers le béton. Puis venait un paragraphe qui fit battre le cœur d'Hannah plus fort. J'ai économisé pour toi pendant des années. De petites sommes cachées à mon mari, à ton père. J'ai ouvert un compte bancaire à ton nom, bloqué jusqu'à tes 28 ans. Les coordonnées sont dans une enveloppe séparée que Thomas te remettra quand tu seras prête. Cet argent est pour toi, pour ta liberté, pour que tu ne sois jamais obligée de ramper devant qui que ce soit. La lettre se terminait par des mots simples mais puissants. Tu n'es pas seule, Hannah. Tu ne l'as jamais été. Je t'ai toujours vue. Thomas te verra aussi. Montre-lui ce que tu vaux. Montre au monde ce que tu vaux. Je crois en toi. Je t'aime. Grand-mère Edith. Hannah resta immobile pendant de longues minutes, la lettre pressée contre son cœur qui battait enfin au rythme de l'espoir plutôt que de la peur. Pour la première fois depuis 2 ans, elle ne se sentait plus seule. Quelqu'un avait cru en elle. Quelqu'un l'avait protégée même depuis la tombe. Sa grand-mère avait planté une graine d'espoir 15 ans auparavant. Et aujourd'hui, cette graine commençait à germer. On frappa doucement à la porte. La voix de Thomas Beaumont traversa le bois. « Hannah, êtes-vous prête à continuer ?» Elle essuya ses larmes, plia soigneusement la lettre et la rangea dans l'enveloppe avec la photo. Elle posa sa main sur la poignée, sentant le poids de cette révélation dans sa poitrine. Oui, elle était prête. Prête à accepter cette chance qu'Edith lui avait préparée. Prête à honorer la mémoire de la femme qu'il avait vue quand personne d'autre ne regardait. Prête à devenir celle qu'elle était toujours censée être. Hannah ouvrit la porte, les yeux encore rougis mais le regard déterminé. Thomas et Claire entrèrent avec discrétion, respectant ce moment fragile où le passé venait de rencontrer le présent. Thomas s'assit en face d'elle, les mains jointes sur le bureau. Sa voix portait une nostalgie sincère quand il parla d'Edith, de cette femme extraordinaire qui voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il expliqua qu'elle lui avait parlé du talent d'Hannah pour dessiner des jardins, de sa sensibilité aux plantes, de cette étincelle qu'elle portait en elle. Hannah écoutait, la gorge serrée, tenant toujours l'enveloppe contre elle comme un talisman. Thomas continua avec une franchise qu'elle apprécia immédiatement. Il ne pouvait pas lui donner le poste simplement à cause de sa promesse à Edith. Ce serait lui manquer de respect, et à Hannah aussi. Edith n'aurait jamais voulu qu'on lui offre quelque chose par pitié ou par obligation. Elle avait toujours cru qu'Hannah méritait sa place par son talent, pas par faveur. Cependant, il pouvait offrir un stage de 3 mois, non rémunéré,
mais avec une possibilité réelle d'embauche si elle prouvait sa valeur. Une vraie chance, pas un cadeau. Le cœur d'Anna se serra. 3 mois sans salaire, elle avait 80 € et un loyer impayé. Comment survivrait-elle? Son visage dut trahir son désarroi car Claire intervint avec douceur. L'entreprise avait un logement de fonction au-dessus du bureau, vide depuis 6 mois. Anna pourrait y rester en échange de quelques heures de gestion administrative le soir. Cela lui permettrait d'économiser son loyer actuel et de se concentrer sur l'apprentissage. Une bouée de sauvetage. Anna sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Thomas se leva et s'approcha de la fenêtre donnant sur le jardin. Il raconta comment Edith lui avait donné sa première chance quand personne d'autre n'y croyait, comment elle avait vu en lui ce potentiel qu'il ne voyait pas lui-même. Si elle disait qu'Anna avait ce même don, alors elle l'avait. Tout ce qu'il demandait, c'était qu'elle lui montre qu'Edith avait raison. Anna regarda la lettre sur ses genoux. Les mots de sa grand-mère résonnaient encore. « Tu es mon espoir. Vis la vie que je n'ai pas pu vivre. » Elle releva la tête, le dos droit, et accepta l'offre avec une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Une semaine plus tard, Anna transportait ses quelques affaires dans le petit appartement au-dessus de Jardin Vivant. 2 pièces modestes mais propres, une fenêtre donnant sur le jardin où elle travaillerait désormais. Elle posa la photo d'Edith et Thomas sur la table de nuit. Sa grand-mère lui souriait à travers le temps. Le premier jour fut intense. Claire lui fit visiter les bureaux, les serres, les zones de travail. L'équipe était petite, 7 personnes en tout. Des regards curieux mais bienveillants l'accueillirent. Personne ne posa de questions sur son passé. Personne ne sembla connaître les rumeurs. Puis elle rencontra Léo. 32 ans, cheveux noirs attachés en chignon négligé, bras couverts de tatouages représentant des plantes et des oiseaux. Il travaillait sur un plan complexe, des écouteurs autour du cou, totalement concentrés. Il leva les yeux quand Claire les présenta. Son regard était direct mais sans jugement. Il tendit une main tachée de terre que Anna serra, sentant des callosités familières. Claire expliqua qu'il était le paysagiste principal et qu'il superviserait une partie de sa formation. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'apprentissage. Anna absorbait tout comme une éponge assoiffée. Les noms latins des plantes, les techniques de composition, les contraintes du sol et du climat. Elle dessinait, observait, questionnait sans relâche. Léo devint rapidement son mentor. Patient, mais exigeant. Il corrigeait ses erreurs sans cruauté, validait ses bonnes idées sans flatterie excessive. Une honnêteté professionnelle qu'Anna appréciait profondément. Elle découvrit qu'il jardinait avec une intensité presque méditative, comme s'il cherchait quelque chose dans la terre, un apaisement qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un projet difficile, Léo posa son crayon et la regarda avec cette franchise qui le caractérisait. Il lui demanda directement si elle avait une histoire. Tout le monde en avait une, ajouta-t-il, mais certaines pesaient plus lourd. Anna se surprit à raconter. Tout. Les accusations. Les appels de son père. L'isolement. Les 2 années perdues. Léo écouta sans l'interrompre. Quand elle termina, il hocha simplement la tête et retroussa sa manche, révélant des cicatrices qu'elle n'avait pas remarquées. Des marques d'injection anciennes. Son histoire à lui, c'était la drogue. 5 ans perdus. 3 ans de reconstruction. Le jardinage l'avait sauvé. Il murmura quelque chose qu'Anna n'oublierait jamais. On ne choisit pas d'où on vient. On choisit juste de continuer ou d'abandonner. Leurs regards se croisèrent. Une compréhension silencieuse passa entre eux. Ils n'étaient plus seuls dans leur bataille. 2 mois passèrent comme un rêve. Anna se levait chaque matin avec une raison de vivre. Elle apprenait vite, impressionnait Thomas par ses compositions florales sensibles. Léo et elle travaillaient souvent côte à côte dans un silence complice qui n'avait pas besoin de mots. Un matin de novembre, son téléphone sonna. Un numéro qu'elle reconnut immédiatement. Son estomac se noua. La voix de son père était froide, coupante comme toujours. « J'ai appris que tu travaillais. Tu comptes revenir à la raison maintenant ?» Anna ferma les yeux. 2 mois de paix venaient de se briser. Mais quelque chose avait changé en elle. Ces semaines passées à créer, à être valorisée, lui avaient rendu une force qu'elle croyait perdue. « Je ne reviendrai jamais. Ce que tu m'as fait était cruel et injuste. » Un silence glacial. Puis il raccrocha brutalement.
Anna resta immobile, le téléphone contre son oreille. Son cœur battait vite, mais elle ne pleurait pas. Elle avait dit la vérité. Enfin, le soir même, on frappa à sa porte. Anna ouvrit, surprise de trouver sa mère sur le seuil. Sylvie avait vieilli. Ses cheveux grisonnaient plus qu'avant. Des rides profondes creusaient son visage. Elle portait un manteau usé et serrait son sac comme un bouclier. Anna recula sans un mot, la laissant entrer. C'était la première fois qu'elle se voyait depuis 2 ans. Sylvie observa le petit appartement propre et lumineux, puis s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes. Elle commença à parler d'une voix fatiguée. Elle expliqua qu'elle n'avait pas eu le courage de s'opposer à Marc, qu'elle avait grandi dans une famille où les femmes se taisaient, obéissaient, disparaissaient, que la peur l'avait paralysée toute sa vie. Anna écouta, la mâchoire serrée. Les excuses coulaient, comme de l'eau tiède. « Je suis désolée. Ce n'était pas suffisant. Tu m'as regardé souffrir pendant 2 ans sans rien faire. Tu as choisi ton confort plutôt que ta fille. » Sylvie pleurait silencieusement, les larmes traçant des chemins sur ses joues ridées. Elle leva les yeux, suppliant. « Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ?» Anna sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. De la colère, de la tristesse, de la compassion malgré elle. « Je ne sais pas. Peut-être, mais pas aujourd'hui. » Sylvie hocha la tête, acceptant le verdict. Elle sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table basse. Des économies cachées, 2000 €. C'est tout ce que j'ai pu mettre de côté sans qu'il le sache. Elle se leva, les épaules voûtées. « Tu es plus forte que moi, Anna. Plus forte que je ne l'ai jamais été. Continue, ne reviens pas. » Après son départ, Anna resta assise dans le silence. L'enveloppe posée sur la table la narguait. L'argent de la culpabilité. Elle finit par la ranger dans un tiroir sans l'ouvrir. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle marchait dans le jardin pour s'aérer l'esprit, elle croisa Léo. Il revenait d'une livraison, les cheveux détachés, l'air fatigué. Il vit immédiatement quelque chose sur son visage. Sans un mot, il s'approcha et la prit dans ses bras. Anna se laissa aller contre lui. Elle ne pleura pas. Elle resta juste là, dans la chaleur de cette étreinte inattendue. Sentant pour la première fois depuis des années qu'elle n'avait pas à porter son fardeau toute seule. Léo ne posa aucune question. Il comprenait que certaines douleurs n'avaient pas besoin de mots. Ils restèrent ainsi sous les étoiles, entourés des plantes qui poussaient lentement dans l'obscurité. 2 âmes brisées qui apprenaient à se reconstruire ensemble. 3 mois passèrent dans une routine apaisante. Anna se levait avec le soleil, travaillait avec passion, apprenait chaque jour. Le stage touchait à sa fin. Elle avait créé un projet personnel pendant ses soirées. Un jardin thérapeutique pour un centre de soins palliatifs, inspiré par Edith. Des plantes odorantes, des couleurs douces. Des bancs placés stratégiquement pour contempler sans se fatiguer. Elle l'avait nommé « le jardin des souvenirs ». Thomas la convoqua dans son bureau la veille de la fin du stage. Son cœur battait vite en montant les escaliers. C'était le moment de vérité. Il était assis derrière son bureau, Claire près de la fenêtre avec un léger sourire. Thomas leva les yeux quand elle entra. Son regard était indéchiffrable. Puis il sourit. L'équipe avait été impressionnée par son travail, expliqua-t-il. Son projet de jardin thérapeutique était exactement ce que le centre cherchait. Sensible, réfléchi, profondément humain. Il lui offrit un CDI comme architecte paysagiste junior. Les jambes d'Anna faiblirent. Elle dut s'asseoir. Les larmes montèrent malgré elle. Thomas se leva et posa une main paternelle sur son épaule. « Edith avait raison à votre sujet. Elle a toujours eu raison. » Cette nuit-là, Anna resta à la fenêtre, regardant le jardin. Sa vie avait un sens maintenant, un avenir, une direction. Les semaines suivantes furent remplies d'énergie nouvelle. Elle travaillait sur plusieurs projets, son nom commençait à circuler. La stagiaire timide était devenue une professionnelle respectée. Sa relation avec Léo évoluait aussi. Lentement, naturellement. Ils passaient à leur pause ensemble, partageant des sandwichs sur un banc. Ils discutaient de botanique, de musique, de tout. Léo lui faisait découvrir des groupes qu'elle n'aurait jamais écoutés. Elle lui montrait ses carnets secrets. Un samedi, ils décidèrent de créer un jardin expérimental sur le toit du bureau.
un espace pour tester des idées folles sans pression. Ils travaillèrent toute la journée sous le soleil de février, les mains dans la terre, les rires faciles. Alors que le soir tombait, ils s'assirent côte à côte sur le rebord, les pieds pendant dans le vide, observant la ville s'illuminer. Léo tourna la tête vers elle. Ses yeux brillaient d'une douceur qu'Anna ne lui connaissait pas. « Tu sais que t'es incroyable, non ?» Son cœur s'accéléra. Elle ne savait pas quoi répondre. Léo se pencha lentement vers elle, une question silencieuse dans son regard. Anna n'hésita pas. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement. Un baiser prudent, respectueux, chargé de tout ce qu'ils avaient partagé ces derniers mois. Quand ils se séparèrent, Anna se sentit vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Vulnérable, mais forte. Ouverte, mais protégée. Léo passa son bras autour de ses épaules. Elle posa sa tête contre lui. Pour la première fois depuis des années, elle se permettait d'être heureuse. Vraiment heureuse. Mais le bonheur fut interrompu le lendemain matin. Un appel l'informant que Madame Leroux avait été hospitalisée. Une chute dans son escalier. Anna se précipita immédiatement. L'hôpital sentait le désinfectant. Madame Leroux était allongée dans un lit blanc, petite et fragile. Ses yeux bleus brillèrent en voyant Anna. Elle lui prit la main avec une force surprenante. La vieille dame parla doucement. Elle avait quelque chose d'important à révéler avant de partir. Un secret que sa grand-mère Edith lui avait confié il y a longtemps. Le cœur d'Anna se serra. Edith avait tenu un journal intime pendant des années, expliqua Madame Leroux, caché dans l'ancien appartement familial où habitaient toujours ses parents. Un journal qui contenait des vérités sur la famille qu'Anna devait connaître. Des vérités qui pourraient l'aider à comprendre pourquoi son père était devenu cet homme. Elle serra la main d'Anna plus fort. « Va le chercher, ma petite. Tu as besoin de comprendre pour pouvoir vraiment pardonner. Ou pour savoir que tu n'as pas à le faire. » Anna quitta l'hôpital le cœur lourd. Elle allait devoir retourner dans la maison familiale, le lieu de son pire cauchemar. Anna attendit le dimanche suivant, un jour où elle savait que ses parents seraient là. Elle ne voulait pas se glisser en cachette, mais affronter cela de face avec la dignité qu'on lui avait volée. Léo insista pour l'accompagner. Elle accepta sans hésiter, ayant besoin de cette force tranquille à ses côtés. Le trajet dura 30 minutes dans le vieux break de Léo. Chaque kilomètre serrait davantage l'estomac d'Anna. La maison apparut au bout de la rue, petite et grise avec l'atelier de plomberie attenant. Rien n'avait changé. Même les volets écaillés, même le portail rouillé. Elle descendit, les jambes tremblantes. Léo marcha à ses côtés, silencieux mais présent. Anna frappa à la porte. Son père ouvrit. Marc se figea en la voyant, son visage passant de la surprise à la colère froide. Mais quelque chose était différent. Anna n'était plus la jeune femme brisée. Elle se tenait droite, accompagnée, affirmée. Il regarda Léo avec méfiance, puis reporta son attention sur elle, la voix dure. « Qu'est-ce que tu veux ? Je viens chercher le journal de grand-mère Edith. » Marc blêmit visiblement. Ses mâchoires se serrèrent. « Il n'y a rien ici pour toi. » Anna ne bougea pas. « Ce journal est à moi. Grand-mère voulait que je l'aie. » La tension monta. Marc fit un pas en avant, tentant de l'intimider comme avant. Mais Léo se plaça légèrement devant Anna. Pas agressif, juste présent. Marc s'arrêta. Il ouvrit la bouche pour répliquer quand une voix s'éleva de l'intérieur. « Ça suffit, Marc. » Sylvie apparut derrière lui, pâle mais déterminée. Pour la première fois de sa vie, elle s'opposait à son mari devant témoin. « Laisse-la avoir ce qui lui revient. » Marc se tourna vers elle, incrédule. Une dispute silencieuse passa entre eux. Puis il recula brusquement, le visage rouge de colère contenue. Sylvie fit signe à Anna d'entrer et la conduisit directement au grenier, montant les escaliers étroits en silence. Le grenier sentait la poussière et le vieux bois. Sylvie se dirigea vers une malle couverte de couvertures usées, l'ouvrit et en sortit un journal en cuir brun, usé par le temps. « Je savais qu'il était là. Je l'ai lu après ta dernière visite. » Elle tendit le journal à Anna, les yeux brillants de larmes. « Ton père a été élevé durement par son propre père. Edith a essayé de le protéger, mais elle n'a pas pu. Il a reproduit ce qu'il a appris. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. » Anna prit le journal, sentant le poids des années. « Pourquoi tu ne m'as jamais montré ça avant ?» Sylvie secoua la tête, honteuse. « Parce que j'avais peur. J'ai toujours eu peur.
Anna descendit sans ajouter un mot. Marc était assis dans le salon, le dos tourné, les épaules rigides. Elle passa simplement devant lui et sortit. Dans la voiture, Anna ouvrit le journal sur ses genoux. Les premières pages étaient datées de 40 ans auparavant. L'écriture d'Edith couvrait chaque page, documentant des années de souffrance, de violences psychologiques détaillées. Elle lisait et comprenait. Son grand-père avait été un tyran silencieux. Edith avait essayé de protéger Marc enfant, mais n'avait pas pu le sauver complètement. Il était devenu ce qu'il avait vu, reproduisant le cycle. Puis elle trouva les pages sur elle-même. Des dizaines de pages où Edith parlait de sa petite fille. Anna, ma lumière. Anna, celle qui brisera ce cycle. Anna, mon espoir pour l'avenir. Sa grand-mère avait tout planifié. Le contact avec Thomas, l'argent économisé en secret, les instructions précises. Tout pour donner à Anna les outils de sa libération. Léo conduisait en silence, lui laissant l'espace de digérer. Quand ils arrivèrent, Anna ferma le journal et le serra contre elle. Elle m'a sauvée avant même que je sache que j'avais besoin d'être sauvée. Léo prit sa main. Les meilleures personnes font ça. Anna regarda par la fenêtre le jardin qu'elle avait contribué à créer. Le cycle était brisé. Elle n'était plus prisonnière du passé. Elle était libre. Le journal devint une carte au trésor émotionnel. Anna passa plusieurs nuits à le lire et relire, découvrant des couches de vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Edith y documentait ses rêves brisés, mais aussi ses espoirs pour Anna, page après page de stratégies silencieuses pour libérer sa petite fille. Puis, vers la fin du journal, elle trouva quelque chose d'inattendu. Une page datée de quelques semaines avant la mort d'Edith, écrite d'une main tremblante mais déterminée. « Ma chère Anna, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce journal comme je l'espérais. Il reste une dernière chose que tu dois savoir. Pendant des années, j'ai économisé en secret. De petites sommes détournées des courses, de l'argent de mon héritage maternel que j'ai caché. J'ai ouvert un compte bancaire à ton nom, bloqué jusqu'à tes 28 ans. Les coordonnées sont ci-dessous. Cet argent est pour toi, pour ta liberté, pour que tu ne sois jamais obligé de ramper. » Les mains d'Anna tremblèrent en lisant les coordonnées bancaires soigneusement notées. 28 ans. Elle avait 27 ans maintenant. Le compte se débloquerait dans quelques mois. Le lendemain, elle contacta la banque. Après vérification de son identité, l'employé lui confirma l'existence du compte et le montant disponible à partir de son anniversaire. 45 000 €. Anna raccrocha, abasourdie. Une fortune pour elle. Assez pour tout recommencer. Pour voyager, pour étudier, pour respirer sans avoir peur du lendemain. Mais avant qu'elle puisse vraiment digérer cette révélation, Thomas la convoqua dans son bureau le lundi suivant. Son visage était grave mais excité à la fois. L'entreprise venait de remporter un énorme contrat à Paris. Un projet d'envergure pour réaménager les espaces verts d'un quartier entier. 1 an de travail intense. Thomas voulait qu'Anna soit chef de projet adjointe. C'était l'opportunité de sa vie professionnelle, la chance de prouver ce qu'elle valait vraiment sur la scène nationale. Anna accepta immédiatement, le cœur battant d'excitation. Puis Thomas ajouta les détails pratiques. Départ dans 2 mois. Installation à Paris pour toute la durée du projet. Retour possible seulement pour de courtes visites. La réalité la frappa comme un coup de poing. Léo ne pourrait pas partir. Il était en liberté conditionnelle, obligé de rester dans la région encore 2 ans. Son passé le retenait prisonnier, autant que celui d'Anna l'avait retenu. Ce soir-là, elle retrouva Léo dans leur jardin secret sur le toit. Il était assis au bord, les jambes pendant dans le vide, regardant les étoiles apparaître une à une. Elle s'assit près de lui et lui raconta. Le compte bancaire, l'argent d'Edith, le projet à Paris, l'opportunité incroyable. Léo écouta en silence, son visage se fermant progressivement. Quand elle termina, il resta longtemps sans parler, la mâchoire serrée. Puis, il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu ne réalises pas tes rêves. » Anna sentit sa gorge se serrer. « Tu fais partie de mes rêves maintenant. » « Non. » Sa voix était ferme mais brisée. « Tes rêves existaient avant moi. Cette opportunité, c'est ce pourquoi tu t'es battue pendant 2 ans. Tu ne peux pas la refuser à cause de moi. On peut trouver une solution. Des allers-retours. Des appels vidéo. » Léo secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres.
Tu sais que ça ne marchera pas. Pas avec un projet aussi intense. Pas avec la distance. Anna voulut protester, mais les mots moururent sur ses lèvres. Il avait raison. Elle le savait. Ils restèrent là, côte à côte, la main dans la main, regardant la ville s'endormir lentement. Deux personnes qui s'aimaient, mais que le timing et les circonstances conspiraient à séparer. « On a encore 2 mois, » murmura Léo finalement. « Profitons-en. » Anna posa sa tête contre son épaule, les larmes coulant silencieusement. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui la voyait vraiment, et le destin le lui arrachait déjà. Mais une autre pensée la hanta cette nuit-là. Avant de partir pour Paris, avant de commencer cette nouvelle vie, elle devait faire face à une dernière chose. Son père. Le lendemain, elle reçut un message inattendu. Marc voulait la voir, seule à seule, dans un café neutre, pas à la maison. Anna hésita longtemps avant d'accepter. Mais quelque chose dans le ton du message, une humilité qu'elle ne lui connaissait pas, la poussa à dire oui. Ils se retrouvèrent un jeudi après-midi dans un petit café près de la gare. Marc était déjà là, assis dans un coin, plus vieux et plus petit qu'elle ne se le rappelait, comme si le poids de ses actes l'avait physiquement rapetissé. Il leva les yeux quand elle entra. Pour la première fois de sa vie, Anna vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans le regard de son père. De la honte. Anna s'assit en face de son père, gardant une distance prudente entre eux. Marc tenait une tasse de café froid entre ses mains, les yeux fixés sur le liquide comme s'il cherchait des réponses au fond. Le silence s'étira, lourd et inconfortable. Puis il parla, sa voix cassée par quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu chez lui auparavant. Du remords. Il avait lu le journal d'Edith après qu'Anna soit partie ce dimanche-là. Sylvie le lui avait montré, refusant pour une fois de continuer à protéger ses secrets. Il s'était vu dans ses pages, le fils brisé devenu père briseur, reproduisant exactement ce qu'il avait tant haï chez son propre père. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si c'est possible. Anna écouta sans l'interrompre, le regardant enfin comme un homme et non comme un monstre. Un homme faible, prisonnier de ses propres blessures, qui avait choisi de transmettre sa douleur plutôt que de la guérir. « Tu ne peux pas réparer le passé, » dit-elle finalement, sa voix calme mais ferme. « Tu peux juste décider d'être différent maintenant. » Marc hocha la tête, les larmes aux yeux. Puis il sortit une feuille de papier de sa poche, pliée et défroissée plusieurs fois, couverte de noms et de numéros. La liste des 17 employeurs. Je vais appeler chacun d'eux. Je vais dire la vérité. Que j'ai menti. Que tu n'as jamais rien volé. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la rédemption complète. Mais c'était un début, une fissure dans le mur qu'il avait construit entre eux. Anna se leva pour partir. Marc l'arrêta d'une voix hésitante. « Ta mère m'a dit que tu partais pour Paris. » Elle acquiesça. « Je suis... » Il chercha ses mots, maladroit dans un territoire qu'il n'avait jamais exploré. « Je suis fière de toi. » Anna ne répondit pas. Elle sortit du café, laissant ses mots flotter derrière elle sans les accepter ni les rejeter. Peut-être qu'un jour ils auraient du sens, peut-être pas. C'était son choix maintenant. 6 semaines plus tard, Marc tint parole. Il contacta chaque employeur, s'excusant publiquement. Il publia même un message sur Facebook qui circula dans toute la ville, avouant son mensonge et demandant pardon. La réputation d'Anna fut restaurée, même si les cicatrices resteraient. Le jour du départ pour Paris arriva trop vite. Une grande fête fut organisée par l'équipe de Jardin Vivant. Thomas lui offrit un carnet de croquis avec la photo d'Edith et lui collait à l'intérieur. Elle serait fière de vous. Mais avant de partir, Anna avait une dernière chose à faire. Elle se rendit au cimetière, seule, par une matinée fraîche de printemps. La tombe d'Edith était simple, couverte de mousse. Anna s'agenouilla et planta des graines de rose anciennes dans la terre meuble. « Merci de m'avoir vue quand personne d'autre ne le faisait. Merci de m'avoir donné les outils pour me sauver. Je ne te laisserai pas tomber. Je vais vivre assez fort pour nous deux. » Sa voix se brisa, mais elle continua, les mains dans la terre. « J'ai rencontré quelqu'un. Tu l'aurais aimé. Il me voit comme tu me voyais. Et même si on doit se séparer pour un temps, je sais maintenant ce que c'est d'être aimé pour ce que je suis vraiment. Tu m'as appris ça aussi. » Des pas derrière elle. Sylvie se tenait à distance respectueuse, hésitante. Anna ne l'invita pas mais ne la chassa pas non plus. Sa mère s'approcha lentement,
et posa une seule rose blanche sur la tombe. Elles restèrent là, côte à côte dans un silence qui n'était plus hostile. Pas réconciliés complètement, mais ensemble. C'était un début. Dans le train pour Paris, Anna tenait l'enveloppe originale d'Edith contre son cœur. Par la fenêtre, les paysages défilaient, chaque kilomètre l'éloignant de son passé et la rapprochant de son avenir. Son téléphone vibra. Message de Léo. « Tu me manques déjà. Mais je suis tellement fière de toi. Reviens-moi quand tu seras prête. » Elle sourit à travers les larmes, ces larmes de gratitude et de force, d'espoir et de possibilités infinies. Elle ouvrit son carnet neuf et commença à dessiner un nouveau jardin. Un jardin mémorial pour les femmes qui, comme Edith, n'avaient jamais eu leur chance. Elle écrivit en titre « Le jardin des possibles ». Sa voix intérieure murmura les mots qu'Edith aurait dit « On ne choisit pas les blessures qu'on reçoit, mais on choisit ce qu'on en fait. On peut laisser les racines pourries nous empoisonner ou on peut planter de nouvelles graines. Ma grand-mère m'a appris ça. Même dans la terre la plus dure, quelque chose de beau peut pousser. Il suffit de croire que c'est possible et de ne jamais, jamais abandonner. » Le train traversa un tunnel. Dans l'obscurité temporaire, Anna vit son reflet dans la vitre. Une femme forte, une survivante, une créatrice de beauté. La lumière revint, inondant le wagon, et avec elle, tous les possibles du monde. Player customizations, and it took them this long to do the player customizations, and now we have all this extra stuff with it too. Like, they should have just kept it as the player customizations, honestly. Yeah, I think so. Can we delete the duplicate? We have 3 motion sense videos. Oh wow. Yeah. And I'm getting rid of this motion sensor, throwing it down the stairs. Yeah, they're... Bravo, it's rough. This is rough. Yeah. I already have a video of that. I really kind of, I do wish like the, Oh, you do have I know- this video now. I know they, you know, like getting the dills like at a lower location, like the voice recording dill, how low it is and like the temperature. But when it goes too far away, it's almost a little too far. Yeah, you might have to adjust your field of view and make it smaller. It's like it points it down like at that angle. It is really enjoyable to watch the player being the ghost in Severance. I love being the ghost. It's really enjoyable being the ghost in Severance. There's nothing I love more than killing my friends Honestly. with love. With love and kindness. I'll try the spirit box. Well, what do we think, y'all? Do we want to keep playing this, or do we want to switch over to Severance? I'm good. with Um, anything, honestly. We have ads starting in 40 seconds. Are you friendly? Where are you? How old are you? Nothing? Shayna's a Ravenclaw today. Oh I'm a no, oh Hufflepuff no, oh every no, day. oh no, oh no. You're not, you're a Hufflepuff. I just said I'm a Hufflepuff every I day. thought you said I'm a I Ravenclaw every didn't day. that. Do I look like a Raven? I'm wearing green today. I could be a Slytherin for all you know. What's wrong with being a Slytherin? Oh, we need a video of the Nothing. ghost. Oh, biscuits. That's fine. We don't need to delete anything. I know. We don't have any evidence except for UV. That's correct. We could get a summoning circle if we take this crucifix right now. I mean, I'm gonna get some sanity. Nope. Did that just burn? Too late. Yep. Yeah. Well, still gonna get sanity. Okay, sounds are done. Okay. We just have to. I refuse. I'm quitting. Can you always get a video of the ghost from the truck? A hunting video ghost. Yeah, we could. I'll set up the camera for her. It's so mild here without the person I normally watch. It's like a totally different friend group. Is that a
Is that a good thing or a bad thing? Like, Tabby cat. without. Yeah, Severance is not Wait. expensive at all, Trash Cat. It is still a very early access game. It just came out in October of last year, but it has had a bunch of very big updates, and it's honestly so fun. I have so much fun when I play Severance. I do too. Should we do a poll? We can do a poll. I'm pretty much down forever. Okay. It's good. A little sorry that was ominous. A little bit. It was a little ominous. We have to get our sanity down. I'm hiding in the truck because I'm a coward. All right, y'all. You have 3 minutes to vote on the poll on if we are going to stay here and continue to play Faz, or if we're going to switch and play Severance. Wait, if you're hiding in the truck, who am I standing next to? I'm in the lockers. Okay, I thought you said you were hiding in the truck, and I was like, wait a second. I'm standing next to someone, and I look over, I was like, outside. No, I'm No. about to die. I'm definitely about to die. So is nobody in the truck right now? No. Oh. Oh well. Oh, wow, that sounds just like a Raiju. Oh, wait, all the ghosts sound like a freaking Raiju now. Come get in here. Come on. Oh, she's... I'm in the garage, or the basement. I have no idea what this ghost is. I'm so mad that all the ghosts sound like a Raiju now. To be fair, I think the extra loud heartbeat on a Raiju was a bug. It was, but they should have just left it. No, they made it that way on purpose because it was a base boosted heartbeat. That's one of its abilities. I think it became an ability. I think it started out as a bug. Well, all I know is as soon as a Raiju comes in the room, I can identify it, and now I can't. Your heartbeat. I have no idea what this ghost is. Oh, the EMF's bugging. I'm not good at this. Hello? Game. Oh, I can't. Hello, what? What are you looking EMF at? is bugging. There's no EMF there. Oh, Look no, at my screen. no. The EMF is bugging. no. It's green. There's no EMF Yep. there though. We got the ghost video. I just don't know what it is. I have no idea what it is either. It's just excited to see you. Yeah, I know. Okay, let's think this through for a second. We only have UB. It's not a banshee. Could it be a Goryo? I mean, it's only hunted once, so I don't really know. Did it shapeshift? Not that I could see. You're here, It Trash really wasn't Cat, throwing you're here. anything either, was it? It shut the door, so I can't door. see inside the ghost room anymore. That's Look at your hunting ghost. Can you see it? I can't see it on mine. I don't see it on mine. Yeah, I don't see it on mine either. Was it Phantom Blinks? I don't know. I didn't. I don't have a picture. It didn't sound like there was any kind of gen speed up. Although the breaker is still on. I'm cooking. Are you in there? Oh. She's so good at this game. Oh, is the breaker off? Mm-mm. Breaker's still on. Could it be another gen? It could, but I don't have...
I didn't Don't- give it. You know what? Actually, here, like, I'm gonna give it line of sight this time in the hallway to give it enough speed up. Can I have a smudge? do you want a sanity thing? Nah, So that's a you can run shoe. away? Where's the smudge? That's a smudge. That's a shoe. This is a smudge. This is a shoe. This is a smudge. This in my hand. Oh, yeah, what was in my hand This- was a shoe. This is a smudge. This is a smudge. God, Get the freak out of here, man. dude, I threw you a smudge, man. Yeah, but what I didn't- picked up was a shoe. Well, I threw a smudge, so I didn't ask you to pick The up shoe, a the man. shoe that is now that is out here in front of the door is what she threw out. Who throws a shoe, honestly? Dude, get away from me. Oh no! It's definitely a shoe. All right, let's go. Let's go. Don't eat me. Oh, Jin. Jin. Yeah. There's locker hiding in the garage. Total Abbott and Costello moment. Who's on first? What's on second? I don't know. Third base. Oh my god, dude. I loved that skit. That is a shoe. Is it done? I lost my shoe. It's done. Come on. I lost my shoe. Come on. I'm It's a gym. working. Let's sleep. I'm- Good job. I am not a Jin, so I'm moving a little bit slower. You just need to